Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après m'être acharné pendant 2 vidéos et encore c'est pas fini sur Roméo et Juliette, j'ai décidé de m'attaquer enfin à une autre comédie musicale française. Et j'ai envie de dire, il était temps. Et si les musicals français dont j'ai déjà parlé sont des pièces assez emblématiques, celle d'aujourd'hui n'est pas en reste puisque emblématique, elle l'est tout autant, si pas plus. Elle fait partie de ces pièces dont, même si vous l'avez pas vue, vous en connaissez sûrement les chansons les plus iconiques, tellement iconiques qu'il était vraiment temps que j'en parle. Mozart, l'opéra rock. Que vous soyez à fond dans les comédies musicales ou pas, si vous êtes français, vous avez forcément déjà entendu ce nom. Non. Ta gueule, t'es même pas français. Certes, elle n'est peut-être pas la plus ancienne et n'ayant pas été jouée dans autant de langues que certaines autres, elle est peut-être un peu plus, disons, confidentielle, dans le sens où elle est surtout connue parmi la communauté francophone. Mais pour moi, Mozart l'opéra rock n'en reste pas moins l'une des comédies musicales les plus iconiques chez nous, dans le sens où tout le monde, ou en tout cas la plupart des gens, en a entendu parler. Vous voulez vous lancer dans les comédies musicales mais vous ne savez pas par quoi commencer? Mozart l'opéra rock. Vous vous retrouvez dans une playlist des chansons connues des années 2010? Mozart l'opéra rock. Vous vous perdez sur des pages de mèmes? Mozart l'opéra rock. Il y a même des mèmes en russe, c'est dire. Enfin bref. Tout ça pour dire que Mozart l'opéra rock, plus que d'être emblématique, est une comédie musicale véritablement iconique du paysage français. Mais mérite-t-elle vraiment tout ce succès et toute cette publicité? Oui, beaucoup de gens la connaissent, mais est-ce pour l'encenser ou pour s'en moquer? Mozart l'opéra rock, c'est vraiment une bonne comédie musicale ou un truc un peu cringe des années 2010? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo tant attendue. Mozart l'opéra rock est une comédie musicale française de Dovatia et Albert Cohen, les deux qui avaient déjà fait Les Amants de la Bastille, dont on a parlé dans une autre vidéo. Elle dure environ 2 heures et est jouée pour la première fois au Palais des Sports de Paris en 2011. Cette pièce a pour but de mettre en lumière Mozart en nous racontant en musique sa vie en traversant les passages les plus emblématiques. Mais avant de vous parler de la pièce, faut un peu que je vous parle de Mozart, car la première question qu'il faut se poser avant d'analyser une comédie musicale sur Mozart, c'est qui est Mozart? Sérieux, là ça devient limite insultant. Quoi, tu vas me dire que tu connais Mozart? Bah évidemment, tout le monde connaît Mozart, faut arrêter de déconner 2 minutes. Genre, c'est lui qui a composé ça. Et ça. Ok, et à part ça, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Qu'il est allemand. Non, il est autrichien. Ah. Du coup, Wolfgang Amadeus Mozart, ou de son nom complet, Johannes Chrysostomus Albus Perceval Ulfric Wolfgang Theophilus Brian Mozart, Dumbledore. est un compositeur classique autrichien né le 27 janvier, comme Squeezie et Miss Occulte d'ailleurs, 1756 et mort le 5 décembre 1791 à seulement 35 ans. Mozart c'était plus qu'un compositeur. Véritable prodige, il crée ses premières compositions à l'âge de seulement 6 ans, genre ça. Ou ça. Ouais, on n'avait clairement pas la même vie. Et en plus de ça, il avait l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'il pouvait reconnaître les notes de musique rien qu'en les entendant. Après, le fait d'être né dans une famille de musiciens lui a peut-être donné des prédispositions, mais tout de même. Même Haydn, l'un des plus grands compositeurs du monde qui était son mentor et celui de Beethoven, c'est dire, dira de Mozart qu'il est le plus grand compositeur qu'il n'ait jamais rencontré. Mais Mozart était plus qu'un prodige, il était plus qu'un bon petit toutou bien comme il faut qu'on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un avec son don et ses capacités soit, bien au contraire. Il avait plus que jamais une soif d'indépendance et de liberté. Mozart c'était un révolutionnaire, un anarchiste, qui n'hésitait pas à sortir des carcans que lui imposait son époque pour tout faire à sa guise. Lorsque son employeur de l'époque, le prince archevêque Colloredo, lui commandait des opéras en italien, il en faisait en allemand. Une fois indépendant, après s'être fait jarter par Colloredo, plutôt que de faire profil bas, il décide quoi le Momo? Bah de composer un opéra sur le mariage de Figaro, bah oui. Une pièce de Beaumarchais très controversée et même interdite à l'époque, car accusée de remettre en cause le pouvoir et se foutant légèrement de la gueule de la noblesse. Bref, Mozart, il en ratait vraiment pas une. Et finalement, après une vie pas si longue mais intense, il mourra dans la nuit du 4 au 5 décembre 1791, avant même d'avoir pu terminer le requiem qu'on lui avait commandé et sur lequel il travaillait.
Certains diront alors que ce requiem il l'avait composé comme prémonition de sa mort, mais la vérité c'est que ce requiem lui avait été commandé par un type random et que le timing était juste une coïncidence. Par contre, le vrai mystère c'est la cause de sa mort, qui a suscité des dizaines d'hypothèses à l'époque et demeure encore aujourd'hui inconnue. Ce qu'on sait c'est qu'il était très malade à la fin de sa vie, mais de quoi ça? Et pour ceux qui se demandent, non, Mozart n'était pas scatophile. On se demandait pas. C'est juste une stupide rumeur qui circule à cause des différences culturelles. Non mais on veut pas savoir en fait. Aujourd'hui, on se sert beaucoup de l'humour pour draguer. Si on a un bon humour, on fait meilleure impression, c'est comme ça. Eh ben, c'était déjà le cas à l'époque, et faut savoir que, en particulier en Autriche et en Allemagne, le top de l'humour, c'était très pipi caca quoi. Même encore maintenant, quand on compare une scène comique d'une pièce jouée d'une part en Autriche et d'une autre part au Japon par exemple, on pourra noter la claire différence de sur quoi est porté l'humour, un peu plus, disons, grossier dans le sens premier du terme en Autriche. Enfin voilà, ça c'est maintenant. Mais alors il y a 250 ans, c'était la débandade. C'est pourquoi on a retrouvé des lettres de Mozart adressées à ses conquêtes dans lesquelles ça parle beaucoup de merde, et de là est partie cette rumeur selon laquelle Mozart était scatophile alors qu'en fait le bougre essayait juste d'être drôle. Enfin, je crois que maintenant on peut dire que vous en savez assez sur Mozart, alors fin de la parenthèse et revenons-en à la pièce avec le résumé. La pièce raconte l'histoire de Mozart. Voilà. Non, je rigole. La pièce commence sur le petit lynchage de Léopold Mozart, le père de notre protagoniste, par Colloredo parce que son fils, le fils de Léopold, pas de Colloredo, n'est qu'un petit impertinent qui ne fait pas ce qu'on lui demande. C'est à quoi Léopold se plie, mais ce qui, vous vous en douterez, ne sera pas le cas de Mozart, qui préférera alors partir pour se trouver du travail ailleurs. S'ensuit alors le début des péripéties de la vie de Mozart, péripéties qu'il va traverser pour vivre comme il l'entend et qui vont le mener dans différentes villes et pays où il va faire différentes rencontres ayant chacune un impact plus ou moins important sur sa vie. Mais comment résumer la vie de Mozart? Il y aurait tellement à dire qu'on pourrait en parler pendant des heures, alors par où commencer et par où passer? Et comment faire en sorte de bien introduire tout ça auprès d'un public novice tout en le rendant intéressant? Car entre nous, je doute fort que toutes les personnes qui vu Mozart l'opéra rock soient des fans de Mozart à la base. Enfin, toutes ces questions, on va voir comment et surtout si la pièce arrive à y répondre en commençant par analyser sa mise en scène. La pièce nous met pour commencer face à un violoniste qui va rapidement présenter Mozart au spectateur, ainsi que nous placer le contexte historique dans lequel commence notre histoire. En l'occurrence, le remplacement de l'ancien prince archevêque par le terrible Colloredo. Comme avec les Allemands de la Bastille, une méthode simpliste mais néanmoins efficace pour nous expliquer ce qu'il se passe et qu'on comprenne la suite. Je dirais même que c'est mieux fait ainsi que dans les Allemands de la Bastille, où le contexte était là projeté sur des panneaux par écrit, ce à quoi j'avais reproché la police et la taille du texte pas toujours très lisible. Ce n'est qu'après cette petite présentation que les rideaux s'ouvrent et que la pièce commence véritablement. Déjà, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est que, contrairement à la plupart des autres pièces au décor grandiose et à couper le souffle, là, des décors, il y en a carrément pas du tout. Et non, une chandelle par-ci ou un réverbère par-là, ça ne compte pas comme un décor. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont fait pour représenter tous ces différents endroits? Outre les quelques piliers et panneaux qu'on voit par-ci par-là, eh bien ils ont utilisé une technique qui, on commence à en avoir l'habitude, n'est pas si rare dans les comédies musicales, la projection. Et oui, pourquoi s'embêter avec des décors physiques dans une pièce qui nous fait voyager à tout va, alors qu'on peut tout simplement projeter le décor en arrière-plan? Une pièce comme ça a besoin d'un décor pratique, et la projection, y a pas à dire, c'est effectivement pratique puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut avec l'image. La changer quand bon nous semble, ou même la distorsionner pour rendre un passage plus oppressant, ou encore faire pleuvoir pour rendre un passage plus dramatique, par exemple. Mais est-ce qu'il suffit qu'un décor soit pratique pour qu'il soit efficace? Malheureusement non. Mais vous vous en douterez, fort heureusement, la projection n'est pas le seul élément de mise en scène que présente la pièce. Encore une chance. Effectivement, on a très peu d'éléments de décor physique sur scène, mais quand il y en a, les accessoires présents sont rarement là pour faire joli. Ils ont toujours une utilité dans la scène, que ce soit les tables mises en scène pour pouvoir danser dessus et donner un meilleur équilibre au plateau, ou alors un piano que les personnages vont utiliser pour servir le scénario. On est sur une mise en scène à la scénographie très minimaliste, qui se contente de ce dont elle a besoin et pas plus. Je dirais même que c'est une pièce qui a compris l'importance du vide dans l'espace. Car cette scène physiquement très vide renforce alors les effets obtenus par les décors projetés, ainsi que les jeux de lumière,
comme ce fond étoilé qui laisse apparaître un nouveau personnage au moment où tous les autres sont plongés dans le noir, sauf Mozart et Aloysia, le nouveau personnage en question, comme si elle l'avait emmené dans un autre monde où il n'y avait plus qu'eux. Même les danseuses qui ne tarderont pas à arriver sur scène ne seront pas éclairées, ou encore le brasier qui entoure le père de Mozart lorsqu'il lui chante une lettre incendiaire qu'il lui a envoyée. Au final, un tel minimalisme combiné avec des projections de lumière bien pensées et bien gérées n'en rendent le résultat qu'encore plus grandiose. Et croyez-moi, Dieu sait si les projections de lumière c'est important, mais ne nous égarons pas, je reparlerai de ce petit point dans une prochaine vidéo. Et en plus de ça, d'un point de vue plus technique cette fois, cette scène très peu chargée laisse ainsi toute la place pour les chorégraphies, que je n'avais encore pas vraiment mentionnées, mais qui font partie intégrante du spectacle. Des chorégraphies très bien pensées, et là non plus, pas juste pour faire joli. Bon, en fait si, mais c'est un peu le but en même temps. On a des gestes lents et fluides pendant les notes legato, donc les notes plus longues et liées, et à l'inverse, des gestes saccadés et dynamiques pendant les passages aux notes staccato, les notes plus courtes et piquées. Chaque mouvement se cale et va toujours exactement au même rythme que les paroles des chansons, de sorte à véritablement dynamiser la scène en accentuant ce qui est dit et la rendre super satisfaisante à regarder. Car non seulement ça va bien avec le rythme, mais également avec les paroles en elles-mêmes, qui sont plus violentes lors des staccato et plus sereines lors des legato. Mais nous reparlerons de ça plus en détail lors du point chanson. Dans tous les cas, il est quand même utile de déjà préciser que les paroles des chansons, en plus d'illustrer une situation donnée, correspondent également au caractère et au tempérament du personnage et, de fait, les gestes des chorégraphies étant toujours parfaitement en accord avec ce qui est dit, ces gestes illustrent aussi parfaitement la personnalité du personnage en question. Grâce au choré, on comprend directement à qui on a affaire. Un zigoto qui rit tout, une petite pétasse qui méprise son prochain, un coincé de première. D'ailleurs, mention spéciale pour la chorégraphie de la chanson Bim Bam Boum, qui est à mon sens juste parfaite. On a ces mouvements millimétrés et répétés, encore une fois parfaitement calés sur les paroles, qui doivent mine de rien pas tellement être faciles à faire et à enchaîner sans se tromper, et qui, en plus de ça, légèrement saccadés comme ils sont, donnent presque l'impression que le personnage agit en automatique, comme un robot, comme si elle n'était pas humaine, ce que laissent entendre les paroles de la chanson, et les ballerines qui arrivent, invoquées par la chanteuse, complètement en transe autour d'elle, pour un effet d'abord doux qui finit par tourner en une espèce de chaos, ce qui illustre bien le tempérament du personnage. Bref, j'ai rien à dire à part que je lui tire mon chapeau. Et une autre preuve que ces chorégraphies sont très bien gérées est que, à l'inverse, on a parfois très peu, voire pas du tout de mouvements sur scène quand on n'en a pas besoin, même si c'est pas tout le temps le cas, notamment lors du passage de Je danse sur les roses, où, à mon sens, la scène aurait eu plus d'impact si Mozart était resté seul sur scène durant toute la chanson, la danseuse qui le rejoint n'étant, je trouve, pas forcément nécessaire. Nous venons de parler de la mise en scène, mais comment en parler sans mentionner l'esthétique générale du plateau, influencée par les décors, mais également par les costumes. Nous avons là des costumes représentant un mélange d'inspiration de l'époque à laquelle a vécu Mozart et de touches de folie qui apportent une certaine modernité, certainement pour illustrer le caractère avant-gardiste du sujet de la pièce. Alors, ne passons pas par quatre chemins, de manière générale, les costumes de Mozart l'opéra rock sont très kitsch et font même parfois un peu cheap. Que ce soit à cause des couleurs criardes, des tissus utilisés, ou même des modèles des vêtements comme la robe de Constance au début de la pièce qui a carrément l'air trop grande pour elle, et ne parlons même pas de sa robe de mariée qui est passablement dégueulasse. D'accord, c'est un modèle fait pour être enfilé rapidement et donc au-dessus d'un autre vêtement, mais il n'empêche que ce truc là c'est ni fait ni à faire. Et parallèlement on a des costumes avec des tissus très travaillés et qui apportent vraiment quelque chose à la mise en scène, mais il s'agit malheureusement d'une minorité absolument pas représentative des costumes de la pièce en général. Et si au moins les designs moches avaient du sens, mais même pas. Genre, c'est quoi cette robe que porte Nanelle? C'est quoi ces rubans et ce gros nœud à l'arrière? Un paquet cadeau? Pourquoi Nanelle porte-t-elle un paquet cadeau sur elle? Ça veut dire qu'elle est tellement sympa qu'elle est un cadeau pour Mozart? Ce que tu dis n'a aucun sens. Après, tout n'est pas acheté non plus. On a parfois quelques bonnes idées. Prenons cette veste de Mozart par exemple. C'est une énorme alerte léopard, mais la veste est bien coupée et elle représente bien le côté extravagant du personnage. Même si, certes, il aurait été encore plus mis en avant si tout le monde n'était pas habillé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais heureusement, Mozart n'est pas le seul. On a d'autres personnages qui ont un look globalement correct. Oh mon dieu, il est de retour! Le dieu de la rigolade est là! Il est revenu!
Je disais donc que certains looks étaient globalement bons, comme celui de Rosenberg, qui illustre bien l'excentricité du personnage, mêlé à son côté coincé, ce qui le rend risible et un peu absurde. Et on a aussi Salieri, qui donne l'impression de s'être fringué au stand gothique de la Japan Expo, et qui a une coupe de cheveux à en faire frémir de la jalousie tous les émots de Tumblr. Ça peut sembler être un reproche dit comme ça, mais au contraire, esthétiquement, le coup de je mélange un look de type coincé et m'as-tu vu avec un look d'ado en pleine fascination pour la mort est très réussi, et en plus, cela correspond tout à fait au caractère du personnage qui se prend pour puissance x 1000, mais qui à côté de ça pourrait faire un concours avec Tybalt de qui tient son couteau de manière la plus dramatique. Et maintenant, laissez-moi vous présenter Drama Queen Salieri. Ouais, on sent qu'il y a clairement plus d'efforts fournis sur certains personnages par rapport à d'autres. Il y a qu'à comparer la perruque absolument immonde de Coloredo avec celle de Rosenberg qui, on va pas se le cacher, est juste parfaitement incroyable. Et paradoxalement, je trouve que le personnage qui a le meilleur look de la pièce est un personnage secondaire, voire même tertiaire, le clown. C'est dire, il a même pas de nom, ou en tout cas je connais pas son nom. Non mais vraiment, le design de son costume est juste parfait. Bien proportionné, bien coupé, les tissus sont très beaux, le maquillage précis, la perruque tout simplement superbe. Et en plus de ça, le tout va bien non seulement ensemble, mais aussi avec le personnage en lui-même. Bref, il y a des points sur les costumes de Mozart l'Opéra Rock qui restent un mystère pour moi. Oh, et Constance et Aloysia sont visiblement sœurs avec Annelise et Erika. J'ai dit au début de ma vidéo que Mozart l'Opéra Rock était emblématique, mais l'est-elle grâce à sa mise en scène ou encore à ses costumes? Vous le sentez venir, si cette comédie musicale est si iconique, c'est aussi et surtout grâce à ses chansons. Je ne présenterai plus Tatou Moi ou La Symphonie, qui se retrouvent à peu près dans toutes les playlists des chansons des années 2000-2010, comme j'ai pu l'évoquer plus tôt. Et c'est ça le gros point fort des chansons, c'est qu'elles ne se limitent pas au public de comédie musicale qui est, on va pas se mentir, quand même assez niche. Si d'autres gens, même parmi les non-amateurs du genre, ont entendu parler de Mozart l'Opéra Rock, c'est grâce à ses chansons, là où c'est souvent l'inverse. Faut savoir que, contrairement à Elisabeth, Dance der Vampire et beaucoup d'autres, ce n'est pas que du chant tout le temps. Chaque passage précis a sa chanson, passage étant alterné avec des moments parlés, et l'alternance des moments parlés et des moments chantés est très bien gérée. Mais là où je veux surtout en venir, c'est que malgré le fait que les chansons décrivent une situation précise prenant place dans une histoire définie, elles sont tout à fait écoutables même en dehors de la pièce. Le fait de ne pas comprendre le contexte précis des paroles n'est absolument pas gênant, car les chansons sont toutes non seulement très diversifiées, mais également très modernes et dynamiques, avec des airs accrocheurs et entraînants que n'importe qui pourra apprécier. Ceux ayant vu la pièce ayant juste l'avantage de savoir tout ce qu'il y a autour de la chanson comme un petit bonus. Pour Mozart l'Opéra Rock, ils n'ont pas juste créé des chansons de comédie musicale, ils ont créé des chansons qui marchent de manière universelle. Mais est-ce pour autant qu'elles sont bien écrites? On le sait tous, c'est pas parce qu'une chanson est connue et appréciée qu'elle est forcément objectivement bonne. Alors, peut-on vraiment dire que les chansons de Mozart l'Opéra Rock sont de bonnes chansons finalement? Avoir une mélodie qui fonctionne bien, c'est sympa, mais ça ne fait pas tout. Et non, nous n'allons pas aujourd'hui nous contenter de glisser sur la surface de ces fameuses chansons. Aujourd'hui, nous allons véritablement plonger au travers de ces textes pour un peu voir ce qui se cache véritablement derrière ces titres iconiques. Commençons par parler des chansons que j'appelle les chansons d'introduction de personnages, même si, en l'occurrence, elles n'introduisent pas vraiment tous les personnages dans le sens premier du terme, puisque certains personnages apparaissent dans la pièce avant leur première chanson. Toujours est-il que dans une comédie musicale, la première chanson d'un personnage est primordiale. Prenons donc la première chanson que chante Mozart, le Trublion, qu'il chante à un groupe de personnes qui se moquaient de son idée de composer des opéras en allemand. Au refrain de la chanson, il leur parlera alors en ces termes, gardien docile du bien commun. Le mot docile ayant là une connotation négative, il traite les personnages de moutons insipides qui se contentent de suivre le troupeau contrairement à lui, car il enchaînera ensuite avec « sortir de vos droits chemins me fait tant de bien, si ma folie n'est permise, elle n'en est que plus exquise, etc. » Cette chanson qui nous est mise en scène comme une réplique de la part de Mozart à un groupe de mecs bourrés dans un bar qui se payait sa tête, nous présente à la perfection le caractère et l'état d'esprit de Mozart.
Il est provocateur, il aime être subversif. Le trublion dont parle le titre, c'est lui. Et c'est comme ça avec toutes les chansons d'introduction de personnages, autant dans ce que disent leurs textes que dans leurs titres, toujours choisis minutieusement. Pensez l'impossible pour le père de Mozart, un homme aigri et défaitiste, Bim Bam Boum pour Aloysia qui viendra chambouler la vie de Mozart, ou encore Le bien qui fait mal pour Salieri, un type frustré qui n'arrive pas à s'avouer qu'il est juste jaloux des compositions incroyables de Mozart. Et comme avec le trublion que nous venons de brièvement analyser, les paroles ne sont pas en reste, du moins sur le fond, mais qu'en est-il de la forme? Avant de parler de la forme du texte en lui-même, on va vite faire un petit aparté sur la forme du chant des comédiens, ou dit plus simplement l'interprétation des chansons. Globalement, tout le monde chante très bien, sans aucune fausse note que ce soit au niveau technique ou scénique. Mais s'il y a une voix qui m'a particulièrement marqué, c'est celle de Constance. Plus que sa voix en elle-même, c'est la manière dont la comédienne arrive à la moduler pour passer d'une petite voix fluette et un peu nasillarde et candide à une voix chaude et violente et un peu grasse. J'admire véritablement la manière qu'elle a de passer d'une voix à l'autre et l'effet superbe qui donne une réelle valeur ajoutée aux chansons et je me devais de la saluer pour cela. Bien. Maintenant, passons au texte. On pourra déjà noter que le parolier a bien gardé en tête que la pièce raconte l'histoire d'un compositeur, puisqu'on retrouvera très souvent le champ lexical de la musique apparaître dans les chansons. Dans Tatoue-moi, on a Mozart qui parle d'un futur à composer pour parler d'un avenir nouveau. Dans Solo sous les draps, là, tout est dans le titre, on entend les chanteuses clamer « Adieu les solos sous les draps, à deux nos gammes à l'envers à l'endroit ». Je crois que c'est assez explicite, hein. Ou bien encore dans Le bien qui fait mal, où on a Salieri qui nous dit « Si j'ignore d'où vient ce fléau, j'adore l'avoir dans la peau ». Certes, le champ lexical de la musique n'est là pas directement utilisé, mais quand il parle de ce fléau qu'il a dans la peau, ça fait clairement référence à l'expression « avoir la musique dans la peau », là où le fléau évoque justement les compositions de Mozart. Mais ce n'est pas tout, car en plus de ça, les textes des chansons jouent véritablement avec la langue française. L'exemple le plus marquant étant la première chanson de la pièce, Penser l'impossible, chantée par Léopold. Toujours est répondu par sa fille, jour de défaite, nos valeurs qui ont courbé la tête, les gardiens de leur tour d'ivoire, indécents nous voir. Bref, c'est pas l'envie qui me manque, mais je vais pas chanter toute la chanson, vous aurez compris l'idée. Ou bien, pour en revenir à Le bien qui fait mal, on a Salieri qui dit c'est comme dans l'âme le couteau, l'âme, couteau, voilà. Sans oublier bien sûr la Sa symphonie qui parle d'une symphonie assassine. Le seul point négatif des chansons que j'ai pu noter, c'est dans Tatoue-moi. À un moment où Mozart chante « Je ferai que ça te plaise », ou en tout cas c'est ce que j'entends. Alors la phrase correctement française c'est « Je ferai en sorte que ça te plaise », hein, pas « Je ferai que ça te plaise ». Effectivement c'est un peu plus long et pas très beau, mais quand bien même on peut faire des phrases pas totalement correctes du style « Envole-moi de Goldman » là, il y a quand même des limites quoi. Mais non content de jouer avec la langue, les chansons jouent également avec leur rythme. J'avais évoqué cela dans le point mise en scène quand je parlais des danses aux mouvements plus lents pour les legato et plus rapides pour les staccato. Eh bien c'est plus ou moins pareil avec les paroles. Pour des paroles tranchantes, violentes, les notes sont en staccato et pour des paroles plus apaisées, les notes sont en legato. Ou alors on a aussi des moments où elle nous offre des changements de mélodie et de rythme drastiques lors de passages oppressants pour justement créer une impression de chaos et renforcer le malaise présent qui a voulu être créé. Enfin, vous l'aurez compris, en plus d'être des chansons qui marchent, les chansons de Mozart l'opéra rock sont véritablement très bien écrites, ou en tout cas pour la plupart, avec minutie et réflexion. Mais ce n'est pas tout, car les chansons de Mozart l'opéra rock sont bien plus que de bonnes chansons. Retournons quelques temps en arrière et revenons sur ce que je disais des chansons de 1789, Les Amants de la Bastille, l'autre comédie musicale d'Albert Cohen et de Dovizioso dont j'ai parlé. Je disais notamment que certaines de ces chansons étaient presque une ode à l'humanité, un message d'encouragement pour l'avenir. Et bien, pour Mozart l'opéra rock, c'est exactement pareil. Les chansons font plus que nous raconter la pièce, elles sont un véritable message d'encouragement à sortir du rang, à oser vivre, à oser être différent lorsque le monde entier est contre vous. Cela se ressent particulièrement à travers les chansons bonus de la pièce. Ce que j'appelle les chansons bonus, ce sont des chansons chantées par les personnages de la pièce, s'inscrivant dans l'univers de la pièce et figurant dans l'album de la pièce, mais n'étant pas directement présentes dans la pièce en elle-même. On a ça pour Mozart l'opéra rock, mais également justement pour Les Amants de la Bastille. Pour moi, ces deux pièces s'inscrivent dans une même lignée, celle des comédies musicales qui, à travers leurs histoires du passé, transmettent un message fort au présent, un message intemporel, un message d'encouragement et d'espoir. On retrouvera régulièrement des termes identiques faisant référence à la même chose disséminée au travers des chansons de Mozart l'opéra rock et des Amants de la Bastille.
On a celui des carnivores faisant référence aux puissants oppressifs qu'on pourra entendre dans Penser l'impossible avec la phrase « Il nous piège au nom des carnivores », mais principalement dans la chanson bonus Le Carnivore, dans laquelle Mozart chante « Je ne suis ni la proie ni le carnivore, je renie la loi du plus fort ». Terme qu'on retrouvera aussi dans Filles et femmes à la fois, une chanson bonus cette fois des Amants de la Bastille, dans laquelle la chanteuse dit « Nous sommes aussi des carnivores, nous serons la loi du plus fort ». Et sinon, l'autre terme qui revient très régulièrement est celui de fou, faisant cette fois-ci référence à ceux qui sont différents, ceux qu'on ne considère pas. On entendra ainsi Léopold chanter dans Penser l'impossible « Seuls les fous nous ont fait avancer », Mozart clamer dans Place je passe « Osez, rendez grâce à ce fou qui se lève », mais surtout, on entendra tous les personnages dans la chanson Debout les fous dire « Debout les fous, le monde sans vous perd la raison ». Et là encore, on retrouvera le terme dans Les Amants de la Bastille, notamment dans la chanson La nuit m'appelle, où le personnage de Solène chante lors d'un couplet « Les fous sont les rois, j'ai tous les droits ». Et des petites références comme ça, je suis sûr que j'en ai loupé plein. Ah, et est-il vraiment utile de mentionner qu'une chanson bonus des Amants de la Bastille s'appelle Allez viens c'est bientôt la fin, et qu'une chanson bonus de Mozart l'opéra rock s'appelle C'est bientôt la fin et dans laquelle il chante Allez viens c'est bientôt la fin? Avant de terminer cette analyse, il y a quelques points sur les personnages que j'aimerais souligner. Premièrement, il faut savoir qu'on n'a pas des personnages très profonds. Je dis ça dans le sens où les personnages de la pièce sont très typés et ne présentent pas vraiment d'évolution au fil de l'histoire. Ils restent tous en tout point ce qu'ils étaient au début de l'histoire ou à peu de choses près. Et je ne dis pas ça spécialement comme un reproche, c'est simplement une constatation. Car après tout, faire évoluer des personnages, ça ne semble pas être spécialement le but de la pièce non plus. Le but de Mozart l'opéra rock, c'est de nous partager les principales phases de la vie de Mozart au travers de chansons modernes et de nous faire découvrir les figures historiques de cette époque et ce qu'elles représentaient. Et c'est ainsi que nous sommes face à une flopée de personnages hauts en couleur, au caractère très brut et peu subtil. Mozart étant comme ça, on a donc un personnage comme ça, Salieri étant comme ci, on a donc un personnage comme ci, ni plus ni moins. Enfin, ni plus ni moins, non, quand même pas, ce serait de la mauvaise foi de dire ça, vu qu'on a, pour donner deux exemples parmi tant d'autres, un Salieri hémogothique et un Rosenberg complètement barré. Leur personnalité et leur caractère dans la pièce est bien évidemment une exagération et une réinterprétation des personnalités qu'ils représentent, mais ce que je veux dire c'est que, là encore, leur personnalité se limite à celle qu'on leur a donnée. Encore une fois, sans vraiment d'évolution ni grande psychologie. Ce sont tous des personnages très lisses en fait, très francs, comme les personnages types au sens premier du terme qu'ils sont. Au fait, je parle de Rosenberg et de Salieri, mais au final, ce sont qui Rosenberg et Salieri? Des gens qui ont fait partie de la vie de Mozart, oui, mais c'est-à-dire? On le saura si on regarde la pièce, vous me diriez? Eh bien justement non, et c'est un des petits points négatifs concernant le côté historique de la pièce, c'est que les personnages historiques présents en dehors de la famille de Mozart, ben on comprend pas forcément qui ils sont, quel est leur rôle par rapport au personnage principal ou par rapport à la situation. Je veux dire, Salieri c'est qui? Un pote de Mozart, un compétiteur, compositeur, un directeur de théâtre? On sait pas trop au final, c'est pas très clair. Un autre petit point négatif, et cette fois on va revenir à l'interprétation, c'est que certains personnages, surtout les secondaires, ne sont pas toujours super bien joués. Heureusement, c'est loin d'être le cas de tout le monde, bien au contraire, puisqu'il y a un personnage qui démonte vraiment tous les autres en termes de jeu. Vous le voyez venir à des kilomètres, en même temps, je ne pouvais pas décemment terminer cette analyse sur Mozart l'opéra rock sans parler du magnifique, du sublime, du seul, de l'unique Rosenberg. Joué par Yamin Dib, dont j'avais déjà chanté les louanges en parlant de son rôle dans Les Amants de la Bastille, tant il m'avait fait rire même après un énième visionnage. Et si j'avais adoré Ramar, mon amour pour Rosenberg n'a absolument rien à lui envier, bien loin de là. Car si Ramar pouvait se montrer vraiment drôle, il était quand même parfois un peu lourd, là où Rosenberg est nettement plus naturel, ce qui le rend d'autant plus drôle. Faut aussi dire que ce sont deux types de personnages très différents. Là où Ramar était parfois un véritable zouave, Rosenberg se prend H24 au sérieux, ce qui le rend d'autant plus absurde et donc d'autant plus drôle. Mais bon, je ne suis pas ici pour comparer deux personnages qui n'ont absolument aucune relation entre eux, mais simplement pour, encore une fois, saluer la performance comique de Yamin Dib qui a à nouveau pleinement rempli son job. Vous l'auriez compris, Mozart l'opéra rock n'est pas une comédie musicale parfaite. Et pourtant, derrière tous les mèmes qu'on peut trouver à son sujet, elle n'en demeure pas moins très bonne, voire même excellente.
Et ouais, elle paye pas de mine comme ça à première vue, mais quand on y fait un peu plus attention, on se rend compte qu'elle est en fait bien plus qu'une simple petite comédie musicale sympa. Que ce soit l'humour, la romance, les types de personnages, les rythmes des chansons, cette comédie musicale arrive à attirer le plus grand nombre en reprenant des codes qui marchent mais ne se contente pas de ça, puisqu'elle fait quelque chose de véritablement bon. En gros, on a quelque chose qui non seulement sait plaire au grand public, mais qui en plus de ça est techniquement bien fait, tout en véhiculant un message fort et important à travers la vie du plus grand compositeur que le monde ait connu, un message que lui-même incarnait. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de cette vidéo que je suis très content d'avoir enfin faite. En même temps, je tiens une chaîne francophone qui parle de comédie musicale, il était temps que je parle de Mozart l'opéra rock. Et ce ne sera d'ailleurs pas la dernière fois, mais je n'en dis pas plus pour l'instant parce que ça sera pas pour tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis car j'essaye constamment d'améliorer mes vidéos et tous les commentaires constructifs sont bons à prendre. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, croyez-moi, ça fait la différence. Si mon contenu vous plaît, je vous invite également à vous abonner pour ne rien louper de la suite et à me suivre sur Twitter. Ah non, pardon, sur X, hein. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.